L'un des aspects les plus agréables de la gestion de sa propre chaîne sur YouTube est la possibilité de se sentir périodiquement comme un participant à l'émission télévisée populaire Qui veut gagner des millions. Parfois, cette sensation donne l'impression que je pose une question à mon audience, comme un présentateur de ce jeu. Et c'est précisément ce que j'ai fait il y a quelques mois, en organisant un sondage pour déterminer quelle boisson énergisante préfère mon public. Environ 43 000 personnes ont répondu, et les résultats ont montré qu'environ la moitié des sondés ne consommaient pas du tout de boissons énergisantes. Parmi ceux qui en aiment un peu plus qu'ils ne l'aiment, la marque Monster s'est clairement imposée comme favori. Il faut admettre d'emblée que la majorité de mon audience se trouve aux États-Unis. Il est donc tout à fait possible que, si le sondage avait été plus global, ce soit plutôt des boissons de la marque Red Bull qui auraient été les plus populaires. Néanmoins, il faut prendre en compte que le marché américain est l'un des plus importants au monde, et dans ce contexte, le succès de Monster apparaît très impressionnant. Dernièrement, cette marque est devenue le numéro 1 en termes de vente de boissons énergisantes aux États-Unis, tout en gagnant continuellement des parts sur les marchés étrangers. Actuellement, ces produits sont distribués dans 143 pays à travers le monde. Selon les données du portail Market Insider, Monster a été, au cours de ce siècle, la meilleure action américaine en termes de rentabilité parmi tous ses concurrents. La société possède et gère un grand nombre de marques de boissons énergisantes, et leur nombre est beaucoup plus élevé que ce que j'avais supposé auparavant. Voici la liste de toutes les marques qui font partie du portefeuille corporatif de Monster. Certaines utilisent le style de la marque, conservant les canaux classiques avec un logo vert reconnaissable sur fond noir. Ces boissons sont généralement conçues pour créer une image de marque brute et audacieuse. Cependant, vous serez peut-être surpris d'apprendre que cette image ne correspond en rien à l'histoire originelle de l'entreprise, qui a commencé bien avant l'apparition des boissons énergisantes. En réalité, leur histoire remonte à l'année 1935, lorsque Hubert Hansen a fondé une entreprise familiale de production de jus de fruits et de légumes appelée Hansen's Fruit and Vegetable Juices. Le nom témoigne clairement de la volonté de présenter un produit avec une image de santé maximale, puisqu'il s'agissait de jus naturels fabriqués à partir de fruits et légumes frais. Basée à Los Angeles, cette entreprise collaborait initialement principalement avec des studios de cinéma, rendant ses jus populaires dans l'industrie cinématographique. Pendant de nombreuses années, jusqu'aux années 1970, cette entreprise familiale s'est développée et renforcée. À cette époque, l'un des petits-fils de Hubert, Tim Hansen, a créé sa propre société, spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses entièrement naturelles. Ces boissons gazeuses naturelles connaissaient un certain succès et restaient le produit clé de l'entreprise pendant environ 30 ans. À l'époque, ces boissons étaient indubitablement considérées comme la principale orientation de la société, et pour beaucoup, elles représentaient peut-être même leur seule introduction à cette marque, surtout si la personne n'habitait pas en Californie du Sud. C'est dans cette région, et à cette époque, que l'entreprise a atteint une taille importante. Le volume total des ventes s'élevait à environ 15 millions de dollars par an, ce qui était déjà un chiffre considérable à l'époque. Cependant, à la fin des années 1980, la situation de l'entreprise a commencé à se détériorer. Elle s'était beaucoup développée, mais cela l'a menée à un manque de fonds pour financer ses propres usines et sa production. Finalement, en raison de difficultés financières, la société a déposé le bilan. Lors de la restructuration, ses activités ont été modifiées. L'entreprise a été regroupée ou vendue à plusieurs nouveaux propriétaires. En fin de compte, tout cela a conduit à l'acquisition de la société par une personne nommée Rodney Sachs, qui a racheté la société moribonde pour 14 millions de dollars. Ce moment est devenu un tournant dans l'histoire de la marque, car c'est à partir de là qu'une nouvelle ère de développement a commencé. Une ère entièrement liée à l'industrie des boissons énergétiques et à une politique marketing agressive, moderne. En 1992, la société, avec un capital de 5 millions de dollars, s'est instantanément retrouvée au sommet lorsque son nouveau dirigeant a pris la tête. Aujourd'hui, il occupe toujours cette fonction importante, laissant une empreinte profonde dans l'histoire de l'organisation. En regardant les années qui ont suivi l'acquisition, il apparaît que la direction n'a pas fait preuve d'une grande innovation. On pourrait dire qu'ils étaient plutôt des suiveurs de tendance que leurs initiateurs.
Ils ne lançaient pas les tendances, mais y réagissaient plutôt, en suivant souvent des nouveautés déjà populaires. Par exemple, en 1993, quand leur première gamme de boissons froides prêtes à consommer, thé et limonade, a été lancée sur le marché, beaucoup de consommateurs connaissaient déjà ces produits depuis longtemps. À ce moment-là, ces boissons gagnaient en popularité et leur diffusion était à son apogée. Dans l'entreprise, qui contrôlait déjà une part du marché, la concurrence était présente depuis longtemps, notamment la société Coke 8, qui vendait avec succès ce type de boisson depuis 6 ans. Leur présence sur le marché était bien ancrée, et ils avaient donc déjà conquis leur niche. On peut donc affirmer que Coke 9 suivait le succès de Coke 10 et la demande croissante pour ces boissons, et a finalement décidé de commencer à proposer ce genre de produit. Le plus important était qu'ils aient repéré une opportunité potentielle dans un segment de marché déjà existant, et qu'ils ont essayé de le conquérir. Cependant, prétendre qu'ils ont créé ce marché serait incorrect. Toute l'idée et la popularité de ces boissons appartiennent à d'autres fabricants. Ce comportement, c'est-à-dire l'identification des segments en pleine croissance et leur exploitation ultérieure, s'est poursuivi tout au long des années 90. En réalité, la stratégie de l'entreprise était assez simple. Repérer les marchés en expansion et essayer d'y occuper au maximum leur part. Ainsi, en 1993, Hansen lançait sa première gamme d'eau en bouteille, élargissant continuellement son offre. Un an plus tard, apparaissaient des smoothies à base de jus de fruits, qui constituaient un complément apprécié à leur éventail de produits de boissons. Ensuite, en 1995, la société intégrait dans son catalogue des boissons énergisantes, ce qui mérite une attention particulière, car cette orientation est devenue l'un des segments les plus populaires de l'industrie. En juillet 1997, la société introduisit un nouveau segment, celui des boissons énergétiques, ce qui est particulièrement pertinent pour cette narration. Il faut comprendre, malgré sa longue histoire et son expérience conséquente, en 1997, Hansen restait une entreprise modeste. Elle était cotée à la bourse, certes, sur un marché called Nasdaq Small Cap. Le nombre total d'actions s'élevait à environ 9 millions, chacune valant seulement quelques dollars. Leurs propriétaires étaient un peu plus de 865 personnes. Entre 1992 et 1997, les chiffres de vente affichaient une croissance stable. Le volume des ventes avait augmenté de plus du double durant cette période, témoignant d'une expansion saine de l'activité. Cependant, pour atteindre un niveau comparable à celui des véritables géants du marché, comme les marques d'énergie Monster ou Red Bull, leur performance devait croître beaucoup plus rapidement. Je dois dire que j'ai déjà préparé toute une vidéo expliquant comment Red Bull a réussi à atteindre un tel succès et une telle popularité. En la regardant, vous constaterez que c'est eux qui ont révolutionné l'industrie des boissons énergisantes, en créant pratiquement ce segment. Grâce à leurs innovations et à leur popularité, ils peuvent être considérés comme des pionniers, établissant des tendances et des standards vers lesquels se tournent leurs concurrents. Cependant, dans le cas de Hansen, la situation paraît quelque peu différente. Il semblerait que cette entreprise ait vraiment emprunté de nombreuses idées et stratégies à Red Bull, en observant attentivement ses succès. Cela ressort notamment de leur rapport annuel 1996, où figure une déclaration importante. Il y est question des projets de la direction de lancer début 1997 une nouvelle boisson énergisante gazeuse, légère, contenue dans des canettes fines de 8 pouces. Déjà à cette époque, de telles boissons devenaient populaires en Europe, et la direction de l'entreprise croyait que des produits similaires pourraient aussi connaître un grand succès aux États-Unis. En analysant la nature exacte de cette déclaration, un point principal ressort immédiatement. En particulier, il s'agit d'une boisson en boîte fine de 8 pouces, avec une légère carbonatation, une caractéristique accentuée qui évoque immédiatement chez la majorité des gens une marque très reconnaissable. Si l'on décrit ce concept à quelqu'un et que l'on demande quelle marque lui vient d'abord à l'esprit, presque tout le monde répondrait « quote 16 ». C'est cette marque qui est associée à ces petites boîtes compactes et élégantes, facilement repérables en rayon. Ainsi, en analysant l'annonce et en mettant en avant ces éléments clés, il devient évident que quote 17
malgré son désir d'innovation et son ambition de conquérir le marché, s'est activement appuyé dans sa stratégie sur des idées et un design qui ont déjà fait leurs preuves en Europe et aux États-Unis. Cela montre que, malgré son histoire et ses ambitions, l'entreprise suivait principalement le leader du marché et imitait les pratiques de celui-ci pour ne pas être laissée derrière dans la compétition pour le consommateur. 48 onces contiennent une certaine quantité de boissons, tandis qu'une autre partie se rapporte au fait qu'elle est devenue extrêmement populaire en Europe et, selon certaines sources, pourrait également être très demandée aux États-Unis. Déjà en 1996, Red Bull dominait le marché européen des boissons énergisantes, un marché qu'ils avaient d'ailleurs créé pratiquement à partir de zéro, ce qui indique que cette partie du texte fait référence à la marque Red Bull. Pour moi, cette phrase exprime l'idée suivante. En Europe, la marque s'était déjà fait une réputation solide et jouissait d'une grande popularité, ce qui rend légitime le projet d'essayer de reproduire leur succès aux États-Unis, en devançant la concurrence et en s'emparant d'une part du marché américain avant que Red Bull n'arrive dans les rayons américains. Il faut souligner que tant Red Bull que Hansen ont finalement commencé à commercialiser leurs boissons énergisantes aux États-Unis en 1997. Red Bull était proposé dans son emballage signature de 8,4 onces, ce qui correspondait à peu près à une petite canette standard pour une boisson. De leur côté, Hansen ont opté pour un design très similaire, la même contenance de 8,4 onces, qui a été ensuite légèrement augmentée à 8,3 onces. La question semble évidente. Dans quelle mesure pouvait-on s'approcher en forme et en volume? Certes, chaque fabricant avait ses détails distinctifs. En ce qui concerne l'aspect visuel, Red Bull a clairement pris l'avantage et remporté cette manche. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le prouver spécialement, car la différence en popularité et en vente parle d'elle-même. En fin de compte, tout cela a joué en faveur de Hansen, leur permettant d'accélérer considérablement la croissance de leurs ventes. Dans leurs rapports annuels, il est indiqué que cette croissance était précisément due aux ventes de boissons énergisantes. Depuis 1997 jusqu'au XXIe siècle, leur chiffre d'affaires ne cessait de croître chaque année, et le facteur clé de cette progression était précisément les boissons énergisantes, complétées par le développement de nouveaux produits. L'entreprise prenait des décisions stratégiques en acquérant d'autres activités à cette époque. Par exemple, en l'an 2000, elle a acheté la société Blue Sky, spécialisée dans la production de soda. Puis l'année suivante, elle a acquis G.R. Joe's, qui produisait des jus pour enfants destinés aux jeunes consommateurs. Tout cela, sans doute, ne joue pas un rôle aussi important comparé à ce qui s'est passé en 2012, et j'espère que vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est en 2012 qu'ils ont lancé un nouveau produit qui a véritablement marqué une révolution pour l'entreprise. Il s'agissait du lancement de Monster, une boisson qui a ouvert une nouvelle étape dans l'histoire de Hansen et son développement. Tout ce que je peux dire, ce sont mes impressions subjectives, mais beaucoup de choses indiquent que la majeure partie du succès qu'a rencontré l'entreprise à cette époque reposait sur le fruit d'idées empruntées, principalement de géants tels que Snapple et Red Bull. Mais le monstre dont il est question ici s'est avéré conceptuellement très différent. C'était l'une des décisions les plus originales de toute l'histoire de la société, et, à mon avis, il n'est pas fortuit que ce soit elle qui soit devenue son projet le plus prospère. Il s'agit de la taille du contenant, le volume de la canette. Je dois admettre que, aujourd'hui, je suis particulièrement attentif à la taille de l'emballage, mais dans ce cas, elle s'est avérée être un élément absolument crucial. En regardant la situation de l'époque, la majorité des concurrents suivaient principalement le leader, Red Bull avec sa canette classique de 8 onces. Hansen, lui, a pris des risques en proposant son nouveau produit dans un volume nettement plus grand, pas moins de 16 onces, ce qui dépassait presque de moitié la taille standard. De plus, cette canette avait un design unique, audacieux et presque provoquant. Cela a permis au produit de se démarquer, d'être attractif, et cela est devenu en soi un facteur de succès. Petit à petit, j'en suis venu à réaliser à quel point le design de la canette était essentiel dans de tels projets. C'était, en quelque sorte, un jeu sur la perception du consommateur et une différenciation par rapport aux concurrents. La leçon est simple et évidente. En affaires, comme dans toute activité,
Il est souvent plus facile de réussir simplement en suivant la voie tracée et en copiant aveuglément les tendances. Cependant, si vous souhaitez obtenir des résultats vraiment exceptionnels, il faut faire preuve d'originalité, d'audace et accepter de prendre des risques. Voilà le secret. Le risque peut être plus grand, mais la récompense en cas de succès est beaucoup plus élevée. Je suis presque sûre qu'aucune copie originale de boisson énergisante n'a pu rivaliser avec Red Bull, et même l'approcher était très difficile. Mais avec l'apparition de Monster, la situation a changé radicalement. Cette boisson a marqué une véritable percée, grâce à sa conception unique, où la différence principale résidait justement dans la taille de la canette et son design original. Le lancement de Monster a eu lieu en avril 2002. Pour suivre pleinement l'impact de cette innovation, il est essentiel d'examiner les chiffres de vente pour l'année se terminant en 2003, c'est-à-dire la première année complète après l'arrivée du nouveau produit. Et, comme prévu, en 2003, l'entreprise a enregistré la croissance annuelle la plus importante de toute la période considérée. Cette augmentation lui a permis, pour la première fois, de dépasser la barre des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui constituait une grande réussite et une preuve de l'impact de la nouveauté. Au sein de l'entreprise, il était évident que la majorité du succès durant cette période était due aux ventes de la boisson énergisante Monster. Cette réussite n'est pas passée inaperçue. L'analyse a montré que Monster a été la principale cause du saut décisif qui a permis le développement futur de l'entreprise. J'ai trouvé intéressant un graphique très populaire. Si l'on avait investi 100 $ dans l'entreprise en 2002, lors du lancement de Monster, alors, à la fin de 2007, cet argent aurait été multiplié par plus de 8000. Un tel rendement mérite sûrement le respect et illustre à quel point cette décision a été cruciale pour l'entreprise. Si l'on prolonge ce graphique jusqu'en 2018, on comprend à quel point les chiffres ont augmenté et à quel point les ventes ont explosé après l'apparition de Monster. En 2002, année de son lancement, le chiffre d'affaires s'élevait à environ 98 millions de dollars, puis cette somme a rapidement augmenté pour atteindre des chiffres fantastiques. Au XXIe siècle, le marché des boissons énergisantes a atteint une envergure impressionnante, et la valeur de l'industrie dans le siècle précédent se chiffrait déjà en milliards de dollars. Par exemple, en 2018, le revenu mondial provenant de ces boissons a dépassé 8 milliards de dollars, soit presque 40 fois plus qu'en 2002, sur une période de 16 ans. En peu de temps, cette industrie est devenue un empire commercial majeur, avec deux principales marques qui aujourd'hui façonnent largement son identité. Pour faire plus précis, ces deux marques ont d'abord commencé leur parcours en tant que produits distincts, mais avec le temps, leur gamme s'est élargie et a dépassé toutes les attentes initiales. Actuellement, ce sont ces entreprises qui génèrent une part importante de leurs revenus. En 2012, l'une d'elles a changé de nom afin de mieux refléter ses activités principales et sa position sur le marché moderne. À cette époque, la société, auparavant connue sous le nom de Hanson Natural Corporation, a été renommée Monster Beverage Corporation, soulignant ainsi son lien avec la marque Monster, devenue son activité principale. Cette étape ne signifiait pas seulement un changement de nom, mais aussi une orientation stratégique, car la marque Monster a rapidement connu une croissance exponentielle et est devenue le symbole d'une catégorie entière de boissons. Il est particulièrement important de souligner que la contribution significative à l'évolution de cette entreprise a été due à une collaboration étroite avec une autre grande alliance, Coca-Cola. Au cours de la dernière décennie, leur partenariat ne s'est pas seulement renforcé à plusieurs reprises, mais en 2014, un des moments les plus importants de cette collaboration a eu lieu. Dans le cadre d'un accord conclu, Coca-Cola a obtenu une participation négative de 17% dans les actions de Monster en échange d'une somme équivalente à 2,215 milliards de dollars. Ainsi, Coca-Cola est devenu propriétaire d'une part importante de Monster tout en conservant le contrôle sur tous ses produits qui ne relevant pas de la gamme énergétique. Cela concernait les sodas naturels, les jus et autres boissons que Monster produisait auparavant, ainsi que de nouvelles marques acquises ou développées par la suite. Il faut souligner que dans le cadre de cet accord,
Coca-Cola a obtenu la pleine propriété de toutes les marques énergétiques en développement rapide, telles que Full Throttle. Pour Coca-Cola, cela signifiait non seulement renforcer sa position dans un secteur en pleine croissance, mais aussi étendre son influence sur les marchés internationaux. Tandis que pour Monster, cela représentait l'acquisition d'un partenaire distributeur puissant et fiable, ce qui est crucial pour l'expansion hors du marché intérieur et le lancement de ventes actives à l'étranger. C'est cette alliance qui a permis à Monster de consolider rapidement sa position, d'étendre sa présence géographique et de rendre sa marque reconnaissable dans le monde entier. En fin de compte, les deux entreprises ont bénéficié de leurs avantages respectifs. Coca-Cola a gagné une place plus prestigieuse dans le segment des boissons énergétiques, tandis que Monster, quant à elle, est devenue beaucoup plus forte en termes de commerce et de marketing, bénéficiant désormais du soutien solide d'un géant international. Aujourd'hui, de nombreux avis et sondages existent concernant la domination de l'un ou l'autre de ces deux marques. Par exemple, aux États-Unis, les statistiques montrent que Monster progresse légèrement par rapport à son concurrent, leur audience étant à peu près équivalente, avec un léger avantage pour Monster. Cependant, dans la majorité des pays du monde, la situation s'inverse. Ici, la domination incontestable appartient à Red Bull, qui règne presque sur tout l'hémisphère terrestre, à l'exception peut-être de l'Amérique du Nord, où le marché reste plus équilibré. On peut dire que l'histoire de ces boissons est celle de deux entreprises, intelligentes et audacieuses, qui, tout en créant cette industrie, ont grandi et évolué ensemble, mais ont emprunté des chemins différents. Red Bull est devenu un pionnier, créant une niche unique et construisant toute une culture autour de ses produits. Monster, quant à elle, est un exemple marquant de la façon dont on peut perfectionner une idée déjà existante, en y apportant ses propres modifications et en l'adaptant à des stratégies innovantes sur le marché. Dans leur combat pour la suprématie, ces deux marques semblent fortement dépendantes l'une de l'autre, car, sous cette forme, elles sont à la fois concurrentes directes et une source de stimulation constante pour le développement. Il est difficile de dire avec certitude lequel d'entre eux parviendra à devenir le leader absolu à l'avenir. Peut-être que les deux entreprises continueront de se développer dans le même esprit, renforçant leur position et élargissant leur gamme de produits. Ou peut-être qu'un acteur inattendu ou une nouvelle marque freineront leur progression en occupant des niches libres. Par exemple, la société Rockstar, qui produit également des boissons énergisantes, soulève des questions intéressantes. Laquelle d'entre elles parviendra à conquérir une plus grande part du marché à l'avenir? Et laquelle devra céder sa place? Quoi qu'il en soit, les commentaires et opinions du public discutent activement de ces questions, car la boisson énergisante n'est pas simplement un produit, mais une partie de la culture moderne, qui continue d'étonner et d'évoluer. En fin de compte, il faut garder à l'esprit que Monster Energy est aujourd'hui bien plus qu'une simple boisson. C'est une véritable mode, un symbole d'un certain mode de vie. Sa couleur vert vif évoque immédiatement la nature et la fraîcheur, soulignant son aspect naturel et ses composants naturels. Bien que de nombreux experts et analystes remarquent que tout cela n'est pas entièrement confirmé, ils recommandent de faire preuve de prudence dans la consommation de tels produits. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier la nécessité d'adopter une approche rationnelle dans le choix et la consommation de boissons énergisantes, car tout ce qui est nouveau et insolite exige une certaine responsabilité. Enfin, il convient d'ajouter que tout ce qui se passe autour de ces marques ne constitue pas simplement un conflit marketing, mais fait partie d'une industrie vaste et dynamique qui continue de se développer et d'étonner. Et, contre toute attente, c'est justement leur concurrence qui stimule l'innovation, ouvre de nouvelles possibilités et crée tout un écosystème dans lequel tous les acteurs en sortent gagnants.